Bonjour Emmanuelle Wargon, vous êtes Bonjour. depuis juillet 2020 ministre du Logement, après avoir été secrétaire d'État à l'écologie pendant un peu moins de 2 ans. Vous étiez sur la liste de la République En Marche menée par Laurent de Saint-Martin aux élections régionales et départementales en Ile-de-France. Un mot d'abord sur la décision du Conseil d'État hier sur les nouvelles règles de calcul de l'assurance chômage qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet. Les incertitudes sur la situation économique ne permettent pas de mettre en place ces nouvelles règles. Est-ce que ce n'était pas prévisible ? Écoutez, on en prend acte, c'est une décision plutôt sur le calendrier concernant que la situation n'est pas encore stabilisée. D'abord, c'est aussi une décision en référé, donc on va attendre le jugement au fond et revoir le calendrier. Très bien. Alors, vous étiez candidat dans le Val-de-Marne. Emmanuel Macron avait recueilli 28,33% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle aux européennes. La République En Marche était arrivée en tête, avait fait 25,57%. Dimanche dernier, votre liste est arrivée en 4e position avec seulement 11,6% des voix. Seulement 26 500 voix sur un total de 786 000 inscrits. Comment est-ce que vous expliquez une telle bérésina ? D'abord, c'est une déception, je le dis clairement. Ouais. Nous avons mené une belle campagne avec Laurent Saint-Martin. On espérait être plus haut et forcément, on a été déçus. Il faut qu'on entende le message. Le premier message, c'est un message d'abstention dans le Val-de-Marne, comme en Ile-de-France, comme dans toute la France. Nous n'avons pas collectivement réussi à intéresser les Français à cette élection et l'abstention monte d'élection locale en élection locale. C'est pour ça qu'avec Territoire de Progrès, moi je soutiens la question de savoir si on peut moderniser la manière de voter, la manière de faire des procurations, peut-être la manière de voter tout court, autour du vote par correspondance, peut-être même le vote électronique. Ça pose beaucoup de questions très compliquées, donc je ne sous-estime pas la difficulté, mais je pense qu'à 70% d'abstention, il faut se poser des questions. C'est la solution pour ramener les jeunes, enfin du moins les convaincre de se rendre aux urnes. L'abstention a été massive chez les moins de 24 ans. Je pense qu'il n'y a pas une solution pour ramener les jeunes, et d'ailleurs tous les Français, les actifs, ça ne coûte rien d'essayer. Dans les urnes. Les jeunes, finalement, on a eu un taux à un moment qui était à 87% d'abstention chez les jeunes, c'est ce qui a été dit dimanche soir. Finalement, je crois que le taux d'abstention chez les jeunes est un peu supérieur à la moyenne, mais pas tant que ça. Néanmoins, je pense que toutes les solutions doivent être regardées. C'est une question d'offre politique, de contenu, qu'est-ce que nous proposons. C'est une question de lisibilité des élections. Ça a été compliqué d'expliquer qu'il y a 2 élections en une, des départementales et des régionales. Et c'est probablement aussi une question de mode de scrutin. Et ça va de pair aussi avec l'évolution de la société où tout s'est numérisé. Exactement. Vous parliez de votre programme. Lors de ces régionales, beaucoup de candidats se sont trompés de sujet, ou du moins ont mis en avant des sujets qui n'étaient pas forcément dans les prérogatives des régions, notamment la sécurité. Vous, votre programme comprend 154 propositions. Alors n'êtes-vous pas tombé dans l'excès inverse avec une campagne qui était relativement illisible, où vous parliez de tout, et puis finalement c'était tout, mais rien en même temps ? Alors, on a fait le choix de faire une campagne très sérieuse en regardant vraiment toutes les compétences de la région et en faisant des propositions sur toutes les compétences. Les régions ont en fait beaucoup de compétences. Les transports, l'aménagement du territoire, le développement économique, l'orientation, la jeunesse. Donc nous avons fait des propositions sur tous ces champs-là. J'en citerai quelques-unes, mais rapidement. Une région plus stratège qui organise mieux le territoire, surtout à un moment avec les gares du Grand Paris Express. Nous allons voir sortir des métros, des trains dans 68 gares en région parisienne. Une région qui lutte mieux contre les inégalités avec un revenu d'urgence pour les jeunes. Une région plus investie dans l'écologie du quotidien avec un réinvestissement dans la rénovation des bâtiments. Nous avons aussi fait une proposition sur la sécurité, qui est une préoccupation des Français, qui n'est pas stricto sensu une compétence régionale, mais sur laquelle, en fait, la proposition que nous avons faite, c'est plus de sécurité dans les transports, qui est bien une compétence régionale, et plus de sécurité aux abords des lycées, qui sont là aussi une compétence régionale. Après, la région fait beaucoup de choses. C'est compliqué d'expliquer aux Français l'ampleur du portefeuille de la région et puis les compétences des collectivités sont assez imbriquées entre régions, départements, en Ile-de-France métropole du Grand Paris. Ça aussi, ça n'aide pas. Alors, ce manque d'adhésion des électeurs aux élections, à ce scrutin régional, est-ce que ce n'est pas lié au fait que depuis des années, les élus locaux se plaignent du manque de moyens donnés par l'État avec un gel des dotations. Les collectivités locales disposent d'un levier fiscal assez faible. Et du coup, est-ce que les gens ne se disent pas, finalement, les collectivités locales ne servent plus à grand-chose ?
Alors, franchement, je ne crois pas. Sur les moyens donnés aux collectivités, toutes les réformes fiscales ont été compensées. Je rappelle que les dotations n'ont pas baissé sous cette mandature, ce qui n'était pas le cas de la mandature précédente. Elles avaient beaucoup baissé. Et donc, les régions ont les moyens, et les régions sont des collectivités qui investissent beaucoup. Mais après, c'est plutôt une question de lisibilité. Et la question se pose aussi au deuxième tour, parce que là, finalement, nous nous maintenons au deuxième tour. Alors j'allais y venir. Ouais. Pourquoi est-ce que vous maintenez? Laurent Saint-Martin a annoncé hier qu'il se maintenait. Ici même, il y a une semaine, jeudi dernier, il dénonçait le communautarisme, l'écologie punitive. Bref, autant de choses qui peuvent inquiéter chez la liste de gauche. Pourquoi ne pas vous être, ne pas vous être abstenu au profit de la liste de Valérie Pécresse? Vous savez, c'est une élection proportionnelle, les régionales. Ouais. Ça fait d'ailleurs probablement partie des questions que se sont posées les électeurs. Les électeurs ont voté pour les départementales, c'est un scrutin majoritaire, et pour les régionales, c'est un scrutin proportionnel. Valérie Pécresse fait la course en tête. Elle est arrivée première. Elle sera élue. Elle sera élue. Il n'y a pas de suspense en réalité. L'addition des 3 listes de gauche et d'extrême gauche n'est pas une vraie menace. Cette addition n'est pas une vraie menace, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de cohérence dans cette liste. Et les électeurs s'en rendront compte. Je vais prendre un exemple qui est sur la relation au vieillissement. Vous avez sur la même liste Julien Bayou, qui s'est fait attaquer parce qu'il a fait une attaque de campagne gratuite vis-à-vis des boomers, avec une forme de mépris en disant les boomers iront voter. Il l'a regretté ensuite. Il l'a peut-être regretté tout en disant que ce n'était pas lui parce que c'était son community manager. Mais sur la même liste, dans l'Essonne, son numéro 2, c'est Jérôme Gage, qui vient de dévouer les 10 dernières années à accompagner le vieillissement et à promouvoir la lutte contre les discriminations contre les personnes âgées. Il manque matière grise sur la question. Donc, on voit bien qu'il n'y a aucune cohérence sur la gratuité des transports. Ils ne sont pas d'accord. Résultat, ça donne une proposition qui dit oui, mais non, mais peut-être. Sur le triangle de Gonesse, la gare que nous soutenons, ils ne sont pas d'accord et du coup, le sujet a disparu du programme. Donc, nous disons il y a de la place en Île-de-France pour une autre proposition que soit celle de Valérie Pécresse, qui est très conservatrice, soit celle portée par Julien Bayou, qui flirte avec les extrêmes et qui, en fait, fait plus que flirter, puisqu'il a accueilli Clémentine Autain sur sa liste. Nous serons une opposition, nous sommes challenger, Valérie Pécresse est favorite, nous serons une opposition crédible, et pour que cette opposition crédible vive, exprime sa voix et pèse au Conseil régional, nous avons besoin d'élus. Quel serait un score honorable dimanche prochain ? D'abord, même si 12%, ça n'est pas un score magnifique, c'est un score honorable, nous nous sommes qualifiés pour le deuxième tour, et notre objectif, c'est de monter. Notre objectif, c'est de montrer que nous pouvons convaincre plus d'électeurs que les électeurs, donc plus que ce que nous avons fait dimanche dernier. Alors, on parle évidemment des élections régionales, on parle aussi beaucoup de l'élection présidentielle de 2022. La marque Macron a un produit, c'est Emmanuel Macron, c'est son leadership. Mais elle manque d'implantation locale, c'est un peu c'est le gros enseignement de ce scrutin régional. Chez les Républicains, c'est un petit peu l'inverse. Ils ont montré qu'il y avait une implantation locale assez forte, avec la prime au sortant, mais pas de leadership qui se dégage. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, disait hier que si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, Emmanuel Macron serait réélu, mais qu'il y avait un risque fort qu'il ne remporte pas les législatives qui suivraient. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude chez vous, au sein du gouvernement ? Sur le résultat de ces élections, pour moi, l'un des enseignements, c'est que l'implantation locale est quelque chose qui prend du temps. Et je le vois dans le Val-de-Marne, nous avons présenté des candidats dans presque tous les cantons. Nous avons fait des scores intéressants. Alors, il y a quelques cantons dans lesquels nous sommes qualifiés au deuxième tour. Sinon, nous arrivons à 15, 16, 17%, ce qui est finalement relativement encourageant. Nous progressons par rapport aux municipales. Nos candidats de proximité, nos candidats au départemental commencent à être connus et reconnus dans leur commune sur le terrain. Et ça montre simplement que cette implantation locale, elle prend énormément de temps. La droite a une implantation locale depuis très longtemps. Le PS est un parti historique, est implanté localement depuis très longtemps. Europe Écologie Les Verts est un parti qui a commencé à s'implanter localement il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Donc ça montre simplement que le raccourci de l'implantation locale, il n'existe pas, il prend du temps. Et c'est le travail que nous faisons maintenant. Alors il est parfois un peu ingrat, les résultats ne sont pas forcément toujours au rendez-vous, mais nous sommes là, nos militants sont là, ils collent des affiches, ils distribuent des tracts. J'étais avec eux hier soir, et donc ce travail de terrain finira par porter des fruits. Et c'est comme ça qu'il faudra qu'on appréhende les législatives.
avec un travail de terrain, parce qu'effectivement, on aura besoin d'une reconnaissance locale de candidats qui s'investissent sur leur territoire longtemps. Alors, il y a quelqu'un dont on va parler beaucoup, c'est Édouard Philippe. La droite sort renforcée de ce scrutin. Vous avez fait partie de son gouvernement, vous avez même été à l'ENA ensemble. Tout à fait. Il a été assez critique hier sur le scrutin. Tout le monde savait qu'organiser les élections en ce moment, ce serait un désastre. C'est ce qu'il indiquait à Ouest France. Il est la deuxième personnalité préférée des sympathisants LR derrière Nicolas Sarkozy. Chez les élus, les Républicains, il a de forts relais. Il sera un rouage essentiel dans l'élection présidentielle. Alors, sur la date d'organisation des élections, je rappelle que c'était consensuel entre tous les partis. Absolument. N'empêche qu'il s'est permis cette petite pique. C'était difficile d'organiser des élections maintenant. Ça aurait probablement été difficile d'organiser des élections à la rentrée. Il y a un risque de confusion entre des élections locales et des élections nationales. Il n'y avait pas de bonne solution. On a choisi une solution solide qui a été validée par tous les partis. Je rappelle que Gérard Larcher lui-même souhaitait que ces élections aient lieu. Son rôle dans l'élection présidentielle ? Édouard Philippe, moi, c'est quelqu'un de grande valeur. Je lui suis aussi très reconnaissante de m'avoir appelé au gouvernement il y a maintenant 2 ans et demi. C'est quelqu'un qui a montré sa force de caractère, sa loyauté, son sens de l'État. Il aura un rôle politique à jouer, il aura sûrement un rôle politique à jouer en 2022 et après. Et moi, je connais sa loyauté totale. Merci Emmanuelle Wargon. Merci.